Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Loading. Oui. C'est bon. Parfait. Bon, écoutez, merci beaucoup, merci à tous d'être connectés. On a un peu plus de 30 participants déjà connectés, donc merci à tous. J'espère que vous avez passé un formidable week-end de Pâques et que vous avez chassé les œufs dans votre jardin ou dans votre appartement. En tout cas, voilà, on a eu les annonces hier, on a eu l'allocation hier du président sur le déconfinement et donc la date, la ligne d'arrivée qui serait en tout cas une première phase de déconfinement. Et donc, on est très content de pouvoir parler avec vous aujourd'hui de comment gérer cette crise jusqu'à cette date et comment préparer l'après-crise pour les salles de sport. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat, donc Urban Sports Club qui est votre partenaire, que vous connaissez, avec l'Union Sport et Cycle. Je crois que Damien, tu as fait une brève présentation. On va vous présenter nos organisations un petit peu plus en détail. Et donc, vous avez accès à un chat sur la droite de votre écran. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant l'intervention et on sera ravis d'y répondre. On a toute une partie consacrée aux questions-réponses à la fin de ce webinaire. Pour commencer, je ne vous représente pas Urban Sports Club. Vous savez que nous sommes votre partenaire privilégié pour vous apporter des visites complémentaires à travers un grand nombre de nos membres qui sont des sportifs multisports, qui aiment passer de la boxe à la danse, au yoga, au crossfit. Et donc, on est ravis de continuer de vous accompagner le mieux possible pendant cette période. Aujourd'hui, vont intervenir de notre côté Alice, qui est notre DRH et qui essaiera de vous orienter au mieux sur les sujets d'activité partielle. Bastien, qui est là également, qui est notre responsable de la région Ouest et qui est en charge d'un certain nombre de comptes sur Paris également pour les partenaires. Et enfin, moi-même, je servirai un peu de liant dans tout ça et je serai ravie d'aider à répondre à vos questions à la fin. Je suis donc la responsable d'Urban Sports Club pour les partenariats en France et en Belgique. Depuis le 19 mars, chez Urban Sports Club, nous avons mis en place des cours en ligne. Donc, 2 jours après l'annonce par le président du confinement, nous avons lancé un certain nombre de cours en ligne qui sont live, comme l'indique cet écran. Vous avez peut-être déjà, vous les participants à ce webinaire, vous avez peut-être mis en live des cours avec nous. J'espère que vous avez un certain nombre de visites. Si vous avez des questions aussi à ce niveau-là, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez découvrir un peu plus comment Urban Sports Club peut vous générer un revenu supplémentaire pendant cette période difficile, que ce soit à vous directement ou à vos coachs qui sont auto-entrepreneurs pour les soutenir, n'hésitez pas, on pourra en parler aussi. Et tout l'objectif, c'est vraiment de continuer à faire bouger tout le monde, même en restant chez soi, pour garder un maximum de sanité et traverser cette période économiquement et avec bonne santé. Voilà pour Urban Sport Club. Vous savez qu'on est une équipe française. On a même aujourd'hui une équipe présente en Belgique qui est complètement à votre disposition. Nous sommes une entreprise, la filiale d'une entreprise allemande, mais nous sommes à votre disposition pour mettre en place des partenariats et surtout continuer à les faire vivre au quotidien. Donc, à tout moment, nous serons réactifs. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà pour Urban Sport Club, vous nous connaissez. Je vais laisser la parole à l'Union Sport et Cycle pour vous présenter un petit peu leurs intervenants et leur organisation. Alors, je vais prendre la parole dans un premier temps. Effectivement, je m'appelle Virgile Caillé, je suis délégué général de l'Union Sport et Cycle. Et tout à l'heure, je pense que Charline va intervenir de manière beaucoup plus pertinente et efficace que moi pour ce qui vous concerne, notamment s'agissant de toutes les mesures d'accompagnement qui ont été mises en place par le gouvernement dans ce qu'on a appelé la loi d'urgence qui a été promulguée aux alentours du 20 mars. Je ne sais plus la date exacte, je crois que c'est le 23 mars que cette loi d'urgence a été promulguée par le gouvernement. L'Union Sport et Cycle, quelques mots pour présenter ce que nous sommes, parce qu'effectivement, le nom pourrait être un peu trompeur. Alors, on n'est pas du tout une association de cyclistes. Ne vous laissez pas tromper par le nom. Nous sommes bel et bien un syndicat professionnel, une organisation patronale, c'est-à-dire que nous représentons une filière industrielle ou économique, qui est la filière des entreprises du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active.
Pour caricaturer et pour vous permettre un peu de mieux comprendre ce à quoi nous servons, nous sommes un petit peu le MEDEF du sport en quelque sorte, et nous sommes l'interlocuteur privilégié de tous les ministères et des administrations pour ce qui concerne la filière sport et loisirs. Ainsi, nous sommes membres fondateurs et nous sommes au conseil d'administration de la nouvelle Agence nationale du sport, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui est en train de reconfigurer un petit peu la gouvernance du sport en France. Nous sommes également au bureau de la filière de l'économie du sport qui a été mise en place il y a 5 ans cela par Emmanuel Macron. À l'époque, il était ministre de l'économie. Et puis surtout, nous avons été désignés pour représenter la filière sport et loisirs au sein de la cellule de continuité économique autour de Bruno Le Maire dans le cadre de cette crise sanitaire et économique que nous devons affronter. Et donc, toutes les semaines, eh bien, nous avons des réunions avec entre 7 et 8 ministres pour évoquer, alors on est nombreux, hein, je ne vais pas vous dire qu'on est seul, nous sommes une cinquantaine de filières, le transport, l'aéronautique, l'énergie, tous ces acteurs-là. Et pour la filière sport, eh bien, c'est nous qui sommes présents pour remonter toutes les problématiques des entreprises de notre filière et puis tenter de trouver les meilleures solutions. Alors effectivement, c'est assez compliqué. La bonne nouvelle, c'est déjà qu'il y ait un représentant du sport et des loisirs au sein de cette cellule de continuité économique. C'est déjà une belle reconnaissance. Ça veut dire qu'enfin, on commence à nous considérer comme un secteur économique à part entière. Je peux vous dire qu'on vient de loin. Donc ça, c'est une première étape. Et puis, désormais, notre ambition, notre objectif, c'est effectivement de jouer collectif, d'être forts tous ensemble, d'avoir une voix qui porte pour pouvoir peser sur les discussions, être représentatif et puis être pleinement solidaire dans nos revendications vis-à-vis du gouvernement et des différents ministères. Donc voilà un petit peu pour vous brosser le portrait de l'Union Sport et Cycle. Nous avons à la fois un rôle, on va dire, qui est un rôle régalien, de représentation de la filière aux yeux des pouvoirs publics et des administrations, et puis ensuite un certain nombre de services en direct auprès de nos entreprises adhérentes. Je rajouterai également que nous avons un pôle intelligence économique parce qu'on mène pas mal d'études. C'est important pour nous d'avoir un peu de prospective, de comprendre comment le marché va évoluer, comment la consommation du sport va évoluer. Et on voit bien dans le cadre de cette crise aujourd'hui, avec cette appétence que les Français découvrent pour beaucoup à l'activité physique confinée, à ce besoin de se sentir en mouvement, à ce besoin de se sentir vivre, de se sentir libre dans son corps. Et ça, c'est un point qu'il va falloir maintenir, préserver pour la sortie de crise. J'en terminerai, et après je relaisserai la parole à Audrey, mais j'en terminerai par ce que j'ai lu sur le premier slide d'ouverture. Certes, c'est important de vous accompagner maintenant, même si on est plutôt dans des mesures d'urgence, mais je crois que maintenant qu'on a un objectif, maintenant qu'on a un point de sortie, c'est important très vite de se projeter sur la notion de déconfinement et de modalités, de protocoles de réouverture et de réactivité. Absolument, c'est tout à fait au cœur des préoccupations de nos partenaires. Comment aborder cette sortie du confinement? Est-ce qu'on va vraiment retourner à la vie d'avant? Comment aborder cette transition au mieux, à la fois pour le respect et le bien-être de nos adhérents et à la fois pour la reprise économique et la survie de nos structures. Donc tout à fait, Virgile, je suis ravie que tu en viennes là parce que c'est exactement le contenu de notre sujet aujourd'hui. Je vous rappelle donc l'agenda de ce webinaire. On va d'abord parler, l'Union Sport et Cycle va nous parler un petit peu plus en détail des mesures d'accompagnement proposées par le gouvernement aujourd'hui pour les indépendants et pour les entreprises, à la fois sur les prêts, les fonds de garantie, les reports de charges. Nous allons ensuite parler de l'activité partielle. Qui peut faire une demande d'activité partielle pour ses salariés? Comment est-ce que cela fonctionne? Et enfin, quel accompagnement pour l'après-crise Urban Sports Club et l'Union Sport et Cycle peuvent vous proposer et comment anticiper au mieux la reprise de votre activité. Donc, on rentre tout de suite dans le sujet. Virgile, si tu le souhaites, peut-être nous parler de ce premier sujet. Alors, en fait, là, je vais surtout passer la main à Charline
parce que Charline, donc, qui travaille au sein de notre pôle juridique et social, on a beaucoup de mesures. Il faut reconnaître quand même que le gouvernement a été extrêmement réactif et avec un train de mesures extrêmement fortes en direction des entreprises. Mais pour participer à l'ensemble des réunions, je peux vous dire hebdomadaires, avec la diversité des problématiques auxquelles a dû faire face le gouvernement, je dois vous avouer que c'était un exercice extrêmement complexe et régulièrement on se trouvait confronté à des situations inédites et il fallait à chaque fois ajuster, adapter les différentes mesures. Et notamment pour ce qui concerne les indépendants, où il y a eu encore beaucoup d'évolutions, et Charline va nous en parler, puisque c'est vraiment elle qui est la sachante, on va dire, sur ces sujets-là. D'ailleurs, il ne faut pas parler de chômage partiel, mais plutôt d'activité partielle, qui est concernée comme on en fait la demande. Là aussi, il y a eu à la fois beaucoup de sujets, il y a eu malheureusement aussi des gens qui ont profité du système, imposant au gouvernement de resserrer la vis, et donc là, on est toujours dans une notion un peu d'équilibre. Et puis, Audrey, si vous en êtes d'accord, quel accompagnement pour l'après-crise? On y reviendra un petit peu plus en détail parce que là, il y a deux sujets. Il y a un sujet qui va concerner les modalités et le protocole. Et là, il faut qu'on en discute ensemble. C'est un vrai sujet technique pour les clients, pour le personnel. Quelles dispositions prendre pour s'assurer de respecter les mesures de sécurité, mesures barrières, mesures de distanciation sociale. Et puis un autre élément qui est quid des mesures d'accompagnement à partir du moment où on a réouvert, où on a repris son activité. Et donc, c'est deux sujets un peu différents qu'il faudra traiter en parallèle. Mais peut-être, Charline, je suis très bavard, je vais peut-être te laisser revenir sur les premiers sujets sur lesquels je suis sûr que tu maîtriseras bien mieux que moi. Merci Virgile, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Charline Brie, je suis juriste en droit des affaires à l'Union Sport et Cycle et je gère pour tout ce qui est la crise que l'on traverse actuellement, toutes les questions relatives aux entreprises, vie des entreprises, toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer avec les contrats que vous avez, vos partenaires commerciaux, etc. Donc, je vais commencer tout de suite en vous présentant les mesures d'accompagnement qui ont été prises pour les entreprises et les indépendants. J'imagine que de toute façon, vous en avez déjà entendu parler depuis le début de la crise. Et on va commencer tout de suite avec les prêts garantis par l'État. Donc, l'État a mis en place un système via la BPI France qui permet de garantir les prêts qui vous seront octroyés en fait pendant la période de confinement. Comment ça marche? Il faut que vous alliez tout d'abord à votre banque, que vous vous rendiez à votre banque, que vous fassiez le point avec votre banquier pour voir ce qui peut vous être consenti comme prêt au vu de la situation de votre entreprise, des difficultés que vous rencontrez, ce qui est possible pour vous. Une fois que vous avez une offre de la banque, il faut que vous vous inscriviez sur le site de la BPI pour obtenir un numéro d'identification unique. Ce numéro servant en fait à tracer les prêts que vous allez avoir eus pendant la période de confinement par la banque, enfin, pendant la période de crise sanitaire plus globalement. Et une fois que vous avez ce numéro BPI, il faut que vous retourniez encore auprès de votre banque pour mettre en place en fait le nécessaire au niveau de votre prêt. On a eu des échos de beaucoup d'entreprises disant qu'il y avait dans certaines banques des difficultés rencontrées avec les banques qui concédaient pas toujours les prêts. Alors, il faut savoir que si vous avez un quelconque problème avec les banques qui ne veulent pas vous consentir de prêt, il faut impérativement vous retourner vers le médiateur du crédit qui sera lui à répondre à vos problématiques et à mettre en place une solution avec la banque, sachant que le système qui a été mis en place par l'État, les prêts garantis par l'État, sont mis en place de façon en fait à aider le plus grand nombre d'entreprises. Vraiment, c'est vraiment la volonté du gouvernement à l'heure actuelle. Le deuxième point. Charline, ouais, juste peut-être ajouter quelques points qui datent justement de la réunion de ce matin avec Bruno Le Maire. Pour vous donner un ordre d'idée, on a eu l'intervention de Nicolas Dufourc, qui est le directeur général de la BPI France. À ce jour, c'est plus de 150 000 entreprises
qui ont déjà bénéficié d'un préaccord pour les PGE, hein, les prêts garantis par l'État. Ça représente déjà 22 milliards d'euros. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée de l'ampleur de la crise économique auquel on va devoir faire face. C'est en croissance de 2 milliards par jour et les perspectives nous envoient vers effectivement quelque chose de l'ordre de 200 milliards à la fin de la crise. Et il y a un vrai sujet sur également un point qui pourrait vous concerner, je ne sais pas, mais en tout cas, on a été confronté, et c'est un sujet qui est régulièrement remonté lors de nos réunions, on a été confronté à la problématique du crédit assurance, crédit interentreprise, avec des entreprises qui étaient dégradées justement en raison de la crise et pour lesquelles les banques étaient assez réticentes à accorder des prêts. Sachez que Bruno Le Maire est intervenu assez brutalement ce matin en disant qu'il fallait que toutes les entreprises, même en difficulté, même en redressement judiciaire, puissent disposer d'un nouveau prêt. Donc, il est probable, là encore, que cette semaine, le dispositif soit ajusté de telle manière que même les entreprises un peu fragiles puissent quand même survivre à la crise. Voilà, excuse-moi, Charline. Oui, merci pour ces précisions. Du coup, pour le deuxième point que je vais aborder, ça va être le fonds de solidarité. Pareil, au vu de tout ce qui a été annoncé hier par Emmanuel Macron, potentiellement le dispositif sera aménagé, prolongé. Pour le moment, on n'en sait pas plus que ce qui a été annoncé hier. Pour l'heure, donc, comme vous le savez peut-être déjà sans doute, l'État a mis en place un fonds de solidarité. Donc, je vais d'abord vous parler des mesures qui concernent les entreprises. Je vous parlerai ensuite des mesures qui concernent les indépendants, puisque le fonds de solidarité, lui, concerne les entreprises. Donc, c'est une aide qui peut aller jusqu'à 1 500 €. Toutes les entreprises ne sont pas concernées. Il y a beaucoup de conditions. Je ne vais pas toutes les citer, mais notamment les principales, c'est avoir un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, avoir débuté son activité avant le 1er février 2020, avoir un effectif de salariés inférieur ou égal à 10 salariés, pas être en état de déclaration de cessation des paiements au 1er mars 2020. Je vous précise que le fonds de solidarité concerne aussi les associations, si jamais ça peut en concerner quelques-uns. Et les conditions d'éligibilité pour bénéficier du fonds de solidarité, c'est d'avoir fait que votre activité fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, donc ce qui est de toute façon votre cas, ou alors d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires de au moins 50%. Donc, si vous pouvez être concerné, vous pouvez en faire la demande. La demande, elle se fait directement sur votre espace personnel sur le site des impôts, donc impôts.gouv.fr. C'est vraiment votre espace personnel qui doit, où vous pouvez en faire la demande, pardon. Vous pouvez également faire cette demande pour le mois d'avril. Donc, depuis le 3 avril, normalement, vous avez déjà pu avoir fait cette demande-là. Et vous pouvez également demander une aide supplémentaire à votre conseil régional, le conseil régional dont vous dépendez. C'est une aide qui peut aller jusqu'à 2 000 € et elle va concerner les entreprises qui sont dans de plus grandes difficultés, notamment pour celles qui n'ont pas eu de prêt par la banque. Vous pouvez faire cette demande-là. Donc ça, c'était tout ce qui concernait les aides financières pour les entreprises. Maintenant, pour les indépendants. Alors, juste Charline, je rajouterai un tout petit mot sur le fonds de solidarité qui avait été programmé à 1 milliard d'euros et qui est d'ores et déjà remonté grâce à l'abondement des régions, parce que c'est 1/4 l'État et 3/4 les régions qui abondent ce fonds de solidarité, et on est déjà à 7 milliards d'euros sur le fonds de solidarité. Alors, peut-être que tu vas le préciser après, mais ce matin, moi, il y a une intervention qui m'a interpellé. C'est le rappel qu'il n'y a pas de cotisation fiscale sur les 1 500 € versés dans le cadre du fonds de solidarité. Tout à fait. C'est bon pour toi, Virgile? Oui, pardon. Donc, on passe aux aides pour les indépendants. Donc, les indemnités qui vous seront versées, elles sont effectivement nettes d'impôts, pas imposables.
Donc, ensuite, pour les indépendants, vous avez aussi une aide exceptionnelle qui est d'un montant maximal de 1 500 €. Et cette demande, elle est à faire directement sur le site de l'URSSAF pour les indépendants. Donc, vous vous rendez sur le site de l'URSSAF, ensuite c'est indiqué, vous avez un formulaire à remplir et vous pouvez faire votre demande d'aide comme ça. Il y a également une aide exceptionnelle pour les indépendants dans la limite de 1 250 € qui a été mise en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Et cette aide, elle ne peut pas excéder le montant des cotisations annuelles du RCI et elle est versée via les URSSAF aussi, et sans que vous ayez à faire une démarche quelconque. Donc, à partir du moment où vous pouvez bénéficier de la première aide de 1 500 €, vous remplissez les conditions. Donc, c'est les mêmes conditions que pour le Fonds de solidarité. Vous pouvez prétendre à cette indemnité et elle vous sera versée automatiquement. J'en ai fini pour la partie prêt garanti par l'État et Fonds de solidarité. Je vais passer à tout ce qui concerne les relations avec les clients, fournisseurs, vos reports de factures et loyers. Je ne sais pas s'il y a des questions parce que je ne les vois pas. Donc, s'il n'y a pas de questions, je passe à la suite. Oui, je continue de collecter les questions et on pourra les poser à la fin du webinaire. Je vous les adresserai. Alors, je passe maintenant à tout ce qui concerne vos factures et les loyers. Donc, d'abord, pour les factures. Toutes les entreprises qui peuvent bénéficier du Fonds de solidarité, peuvent demander le report des factures de gaz, électricité et des services d'eau distribuant l'eau potable. Vous pouvez faire la demande directement auprès de vos fournisseurs par écrit. Et ça concerne les échéances qui ont eu lieu entre le 12 mars dernier et jusqu'à la fin de la période de crise sanitaire. Pour le moment, on n'a pas encore la date. Vous pouvez demander un rééchelonnement des factures par écrit, de préférence, pour bien avoir une preuve qu'effectivement ça a été accepté. De toute façon, on ne peut pas vous la refuser. Il n'y aura pas d'indemnité de retard et pas de pénalité de retard pour ces échéances-là. Vous devez simplement pouvoir en justifier en fournissant une déclaration sur l'honneur qui atteste que vous répondez aux conditions de bénéfice du Fonds de solidarité et produire la copie de l'accusé de réception du dépôt de votre demande d'éligibilité au Fonds de solidarité ou à l'URSSAF si vous êtes indépendant. Pour les loyers, alors pareil, vous devrez fournir également ces justificatifs-là. Et vous avez la possibilité de demander un report de paiement des loyers à votre bailleur, également si vous êtes dans une activité dont il vous a été interdit d'ouvrir au public dans ces derniers mois, donc de toute façon vous en faites partie. Donc on ne peut pas vous le refuser si vous faites bien l'objet de l'interdiction. Et pour les loyers que vous ne paierez pas pour le moment, donc ils sont suspendus, et quand l'activité reprendra, il faudra les rééchelonner. Donc, voyez également avec votre bailleur par écrit les possibilités de rééchelonnement. Vous pouvez attendre la fin de la crise de toute façon pour voir avec lui les possibilités de rééchelonnement. Donc là, le recouvrement des loyers est bien suspendu pour la période. Concernant tout ce qui va concerner les charges fiscales, alors à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de ligne spécifique qui est parue, il n'y a pas eu d'indication de l'État par rapport à tout ce qui est fiscalité. En revanche, on vous invite quand même à contacter le centre des impôts dont vous dépendez pour voir s'il est quand même possible de mettre en place un rééchelonnement de vos charges fiscales selon vos difficultés, selon les difficultés que votre entreprise rencontre, voir s'il est possible de le faire. Mais sinon, comme je l'ai dit, pour le moment, il n'y a pas de solution mise en place par l'État. Et ensuite, j'en finirai avec ce qui va concerner vos relations avec les fournisseurs et vos relations avec les clients. Il y a pas mal de questions là-dessus. Je vais commencer avec les clients pour tout ce qui concerne les abonnements en salle de sport. La question récurrente, c'est est-ce que vous pouvez continuer à prélever les abonnements ? En fait, juridiquement, on ne peut pas prélever une prestation, on ne peut pas prélever une somme pour une prestation qui n'est pas fournie à vos clients. Donc, ils sont autorisés à demander la suspension de leurs abonnements. La suspension, ça ne veut pas dire pour autant fin de l'abonnement. Donc, il est tout à fait possible que vous proposiez des solutions commerciales à vos clients, à savoir, est-ce que vous pouvez reporter
2 mois, par exemple, l'abonnement, puisqu'ils ne paieront pas pour mars, probablement, avril. Donc, voir avec eux s'il est possible de reporter. Après, à vous de voir au cas par cas pour les abonnements qui se terminent pendant le confinement. Est-ce que vous voulez proposer une prolongation d'abonnement ou est-ce que vous voulez mettre un terme anticipé à l'abonnement? Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment voir avec vos clients. En tout cas, quelques solutions commerciales que vous trouvez. Ayez toujours des écrits. C'est les écrits qui font foi. Si vous avez un litige avec un client, ça vous permettra de prouver qu'effectivement vous étiez d'accord sur la solution qui avait été proposée. Peut-être que les clients en fait vont pas tous accepter les mêmes solutions que les autres, toutes solutions commerciales que vous allez proposer. Le dernier point, ça va concerner les relations avec les fournisseurs. Oui. Oui, excuse-moi, juste une toute petite intervention parce que on avance, chaque minute, on a des informations nouvelles et en fait, entre 12h et 13h, là, j'étais en relation avec le ministère des Sports et le ministère de la Culture. Il n'y a rien de fait et je vous le dis juste comme ça, c'est vraiment du tout chaud ou du tout frais, c'est selon. On essaye de travailler autour de l'idée que les abonnements pourrait rentrer dans l'ordonnance qui est propre aux voyagistes. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais les voyagistes n'ont pas obligation de rembourser. Ils doivent vous proposer une prestation équivalente ou décaler la prestation sur une période de 18 mois. Et on essaye de pousser l'idée que pour les abonnements, alors les abonnements pour un club de foot, les abonnements pour une salle de fitness, voilà, ces engagements-là, on essaye de pousser l'idée que ça puisse rentrer dans cette ordonnance. On le saura probablement dans la journée ou demain, mais en gros, ça va se décider. Et effectivement, si tel était le cas, on sortirait un peu de la situation un peu délicate que décrivait Charline, où finalement, il n'y a pas de véritable backup juridique. Voilà, donc ça nous permettrait d'avoir une position un peu plus sereine. Merci Virgile. Je continue donc avec tout ce qui concerne les relations fournisseurs, vos contrats commerciaux que vous avez avec vos fournisseurs. La question récurrente est de savoir quid des contrats en cours. Est-ce qu'on peut y mettre un terme en invoquant la force majeure? Alors, la réponse, elle est délicate parce que déjà, dans un premier temps, référez-vous toujours à vos contrats. Dans les contrats, normalement, automatiquement, il y a une clause sur la force majeure avec une définition de la force majeure et les cas dans lesquels vous pouvez l'invoquer et comment vous pouvez la mettre en œuvre avec votre co-contractant. Il faut savoir que la force majeure, elle n'est pas automatique. Et aujourd'hui, l'épidémie, enfin la pandémie, elle n'a pas été reconnue comme un cas de force majeure pour tout ce qui concerne les contrats de droit privé. Donc ça veut dire que si vous invoquez la force majeure avec un de vos co-contractants, mais que lui, il n'est pas d'accord et qu'il y a litige, ça ne sera pas automatiquement qualifié de force majeure. La force majeure, elle va dépendre de beaucoup de critères et en fait, ça doit toujours être le dernier recours. Il faut que, avant d'avoir invoqué la force majeure, vous ayez pu mettre en œuvre toutes les discussions possibles avec votre co-contractant pour trouver des solutions amiables, savoir s'il est possible de reporter les échéances, savoir s'il est possible de reporter l'exécution du contrat. Et par contre, si votre co-contractant est tout à fait d'accord pour mettre un terme au contrat de manière anticipée, parce qu'il est d'accord avec vous pour la force majeure, là, la question ne se posera pas. S'il y a un litige et que ça devait aller malheureusement devant un tribunal, il faut savoir que les juges ne retiendront pas forcément tout le temps la pandémie comme un cas de force majeure. Il faut aussi distinguer en fonction des dates de signature des contrats. Est-ce que vos contrats, ils ont été signés pendant que l'épidémie avait déjà lieu, même si on n'en était pas à cette situation actuelle, mais est-ce que ça a été signé pendant l'épidémie? Est-ce que ça a été signé bien avant? Du coup, vous ne pouviez pas avoir de recul sur la situation, toutes ces choses-là. Donc vraiment, la force majeure, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de précautions et pas l'appliquer quasiment systématiquement. Voilà, j'en ai fini pour tout ce qui concerne les aides aux entreprises et les mesures mises en œuvre.
D'accord, ben, merci beaucoup Charline, c'était très très intéressant et je crois que tu as répondu à nombre de questions que vous nous avez posées, tous les partenaires, notamment par le biais du petit questionnaire d'inscription qu'on vous avait envoyé il y a quelques jours. Donc merci beaucoup pour ça. Je confirme effectivement simplement my two cents, comme disent les Américains, sur l'aspect fiscal. Nous avons eu des retours indiquant que lorsqu'on fait une demande à l'URSSAF de report de paiement des charges patronales, ça c'est accepté. C'est peut-être pas le cas de toutes les entreprises, mais en tout cas, on a eu des retours de terrain. Donc, s'il n'y a pas d'ordonnance ou en tout cas de généralisation de la part du gouvernement, effectivement, je suis d'accord avec toi, Charline, et nous vous recommandons au cas par cas de vous adresser à votre conseiller URSSAF et de faire la demande. Formidable. Merci beaucoup pour ces informations. On va donc passer à la notion d'activité partielle. Et Alice, la DRH d'Urban Sports Club, va vous parler. Merci Audrey. Donc je vais revenir sur un dispositif qui a largement été renforcé également par le gouvernement durant cette période, l'activité partielle. Donc l'activité partielle permet à l'employeur pendant une période de temps limitée de réduire le temps de travail de ses salariés et de suspendre son obligation de leur donner du travail et les moyens de le réaliser. Néanmoins, pendant cette période d'activité partielle, il faut savoir que le contrat de travail de votre salarié est suspendu et non rompu. Donc, comment cela fonctionne? Ça fonctionne par un double mécanisme. D'un côté, l'employeur continue de verser au salarié une indemnité qui équivaut à 70% de sa rémunération horaire brute, ce qui correspond environ à 84% du salaire net. Et d'un autre côté, l'employeur reçoit de la part de l'État une indemnisation proportionnelle au salaire qui est aussi égale à 70% de la rémunération brute du salarié, dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Donc ça, c'est la grande nouveauté, c'est le fait que ce soit proportionnel au salaire jusqu'à 70% de la rémunération brute du salarié. Pour la partie indemnisation versée aux salariés, attention, il peut y avoir des dispositions dans votre convention collective qui peut aller au-delà de ces 70%. Donc, je vous invite à bien regarder dans votre convention collective. Au niveau de l'indemnisation reçue par l'employeur, il faut compter environ 10 jours après la demande de remboursement pour recevoir cette indemnisation. C'est ce que prévoit l'État. Après, peut-être que ce sera plus long dans les faits. Je vais passer à la slide suivante, Audrey. Voilà. Donc, qui est éligible? Ce sont les entreprises qui sont soumises au Code du travail et dont l'activité est réduite du fait du coronavirus, et tout salarié qui possède un contrat de travail en droit français. Donc, ne sont pas éligibles les dirigeants assimilés salariés qui ne bénéficient pas de contrat de travail et les travailleurs indépendants pour lesquels d'autres dispositifs ont été mis en place, et Charline nous en a déjà parlé, donc je ne reviendrai pas forcément dessus, mais voilà. Donc, comment mettre en place ce dispositif d'activité partielle pour vos salariés? Tout d'abord, il faut informer vos salariés de votre volonté de mettre en place ce dispositif, puis adresser votre demande d'autorisation préalable sur le site dédié par le gouvernement. À savoir que ce site a été longtemps saturé, donc il peut y avoir un peu de temps d'attente pour bénéficier de ces codes d'accès. Néanmoins, vous pouvez en amont mettre en place l'activité partielle et faire la demande préalable dans les 30 jours qui suivent. Et ensuite, vous devez solliciter, si vous en avez un, l'avis de votre CSE, ou alors adresser de manière individuelle à vos salariés la façon dont ils seront concernés par cette activité partielle. Et en fin de chaque mois, faire la demande de remboursement de l'allocation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre cabinet de paye ou votre avocat, si vous en avez un, pour mettre en place cette activité partielle. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à préciser lors de votre demande, notamment le motif, la durée, le nombre d'heures totales que vous demandez durant la période et la durée de cette période.
Merci beaucoup Alice. Si vous avez des questions sur l'activité partielle, n'hésitez pas à utiliser le chat. Nous vous enverrons aussi évidemment l'ensemble des slides de cette présentation après le webinaire. Vous pourrez du coup retrouver l'ensemble des liens qui vous ont été présentés par Charline et Alice pour faire les demandes d'aide ou d'activité partielle. Pour passer à l'étape suivante, nous allons revenir effectivement sur ce que Virgile abordait tout à l'heure et plutôt la partie anticipation de la crise et retour progressif à l'activité. Alors, je reviendrai en fait sur... Vas-y Audrey. Oui, non, simplement, je te proposais d'intervenir sur ce que l'Union Sport et Cycle a identifié comme scénario de sortie de crise et qu'elle peut proposer à ses adhérents. Alors, en fait, ça serait présomptueux de dire qu'on a déjà tout identifié, mais effectivement, on s'est déjà projeté sur l'après, parce que le 11 mai, c'est dans un mois, mais c'est finalement demain pour certains acteurs qui auront besoin de se préparer, d'anticiper. Avant de vous parler de ça, je vais peut-être vous rappeler comment est organisée l'Union, vous allez comprendre pourquoi. En fait, on représente toute la filière, et dans cette filière, il y a des typologies d'acteurs qui sont très différents. Vous avez effectivement des entreprises qui sont plutôt des entreprises de BTP qui fabriquent et installent des équipements sportifs, des sols sportifs, des équipements de sport de proximité, des gymnases, etc. Vous avez ensuite des marques de sport, il y a plus de 500 marques représentées au sein de l'Union Sport et Cycle. Vous avez la distribution sportive, tous les distributeurs, que ce soit des grandes enseignes classiques ou des distributeurs spécialisés, ou alors les pure players, comme on dit. Vous avez tout le cycle et la mobilité active, et puis vous avez ce que l'on appelle un peu vulgairement les loisirs marchands, les acteurs des loisirs marchands, donc tout l'environnement du fitness, mais aussi les clubs d'escalade, les salles de foot à 5, les clubs de paddle, etc. Et en fait, c'est toute la chaîne du commerce du sport. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que, évidemment, compte tenu de ces différents acteurs, on est amené, nous, à se projeter pour chacun d'entre eux sur les modalités, j'allais même dire les protocoles de réouverture. Deux sujets. Le premier sujet, c'est, on va dire, le protocole technique logistique. Le deuxième sujet, c'est les modalités d'accompagnement. À partir du moment où je réouvre, comment ça se passe pour les mesures d'accompagnement ? Est-ce que je perds tout? Est-ce que je peux décider de ne pas rouvrir et d'aller de durer un peu avec des mesures d'accompagnement parce que je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour avoir des nouveaux abonnés, etc. C'est des sujets qui aujourd'hui ont été abordés ce matin lors de cette réunion avec Bruno Le Maire parce qu'effectivement, on est tellement dans de l'inédit, tellement dans de l'incertitude que c'est très compliqué à appréhender. Déjà, il y a un premier sujet. Alors, ça ne concerne pas forcément les indépendants, mais surtout les salles de sport. On a une petite incertitude qui est née ce matin lors de la réunion après la prise de parole du président. On nous parle des commerces, réouverture le 11 mai. Et ensuite, on nous dit pour les rassemblements, les grands rassemblements, les restaurants, ça sera mi-juillet. Et en fait, pour certains acteurs des loisirs marchands, est-ce qu'on doit se positionner comme un magasin ou est-ce qu'on doit se positionner comme un rassemblement, un établissement recevant du public qui s'apparenterait par exemple à un restaurant? Et ça, c'est un sujet, alors ça va être décevant parce que je ne vous donne pas la réponse, et pour cause parce que c'est des sujets qui ont été soulevés ce matin. Mais sachez qu'on va rapidement faire préciser les choses, parce que bien entendu, ce n'est pas tout à fait la même histoire pour vous et pour nous. Donc voilà, donc a priori, on part sur le principe que l'ouverture pourrait avoir lieu le 11 mai, mais on va quand même s'en assurer parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de mauvaise interprétation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le gouvernement, pour l'État, c'est vraiment une découverte à chaque étape, parce que bien entendu, c'est le genre de choses qui arrivent tous les siècles, on n'a pas trop le temps de s'y préparer. Donc ça, c'est le premier point. Sur les protocoles, on travaille avec certains acteurs du fitness qui ont déjà identifié des protocoles assez précis sur la réouverture, avec l'identification d'un nombre de personnes au mètre carré, avec un processus de sécurité sur
la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir trop de monde sur le même lieu, une ouverture progressive avec des cours particuliers, puis éventuellement des cours collectifs. Alors, je ne sais pas si tout le monde est concerné, mais en tout cas, tout ça doit se faire dans la progressivité. Ce que je vous propose peut-être, Audrey, parce que c'est peut-être un peu long d'en discuter là, c'est de vous partager en fait cette note. Je sais que Damien est pas loin là, et c'est lui qui porte ces sujets-là, je le vois dans la frise là. Donc peut-être de partager ces sujets-là et soit de refaire un webinar, soit de partager avec vous toutes les questions qui pourraient remonter. Ça veut dire évidemment comment dire, j'allais dire du sérum physiologique, non, des produits, des produits savons, etc., en quantité suffisante. Ça veut dire effectivement une désinfection des lieux. Ça veut dire un nettoyage systématique. Donc, il y a tout un tas de procédures à mettre en œuvre pour s'assurer des bonnes mesures de sécurité. Ça, c'est la dimension logistique. Voilà, premier point. Le deuxième point, c'est le sujet des mesures d'accompagnement. À partir du moment où on a réouvert, est-ce que d'un seul coup les aides s'arrêtent? Est-ce que d'un seul coup on ne peut plus bénéficier du fonds de solidarité? Et ça, c'est des sujets, encore une fois, je suis désolé, ça va être déceptif, mais c'est des sujets justement qu'on est en train d'ouvrir avec le gouvernement. Parce qu'autant un magasin, une fois qu'il a réouvert, il allume la lumière, il a toutes les charges, mais si on est dans un déconfinement progressif, si toutes les régions ne sont pas ouvertes en même temps, si un magasin ou une salle de sport ouvre, mais que ses clients sont confinés chez eux, ça n'a pas grand intérêt. Donc là-dessus, je suis un peu désolé Audrey, on n'a pas toutes les réponses à ce jour, puisqu'encore une fois, ça date, la prise de parole du président date d'hier soir, et la réunion interministérielle date de ce matin. Mais c'est vraiment des sujets qu'on est en train de pointer, parce que effectivement, c'est clé quoi, dans la décision d'un dirigeant d'entreprise de réouvrir ou pas, c'est quand même des sujets qui sont déterminants. Une fois que j'ai remis tous mes salariés en activité, évidemment, là, j'ai plus du soutien de l'activité partielle et j'ai les salaires à 100%. Donc, si c'est pour avoir 0 client en face, c'est un vrai sujet. Je ne suis pas satisfaisant quand je vous dis tout ça, Audrey, je m'en excuse, mais encore une fois, c'est vraiment des sujets qu'on est en train d'ouvrir et pour lesquels on n'a pas encore toutes les réponses. Non, c'est au contraire, je pense qu'on apprécie tous beaucoup que vous défendiez nos intérêts avec l'écoute que vous avez justement des différents intervenants au gouvernement. Donc merci beaucoup aussi, merci pour ces petites informations non officielles que vous nous fournissez. C'est vraiment formidable de savoir que voilà que vous défendez les intérêts des salles de sport. On a un petit bug sur le son, pour moi. Ah, Sébastien qui reprend la main. Non, je pense qu'Audrey a eu un petit problème de connexion. Je viens de voir qu'elle s'est déconnectée. Je pense qu'elle va se reconnecter tout de suite. On est désolé pour cette petite, ce petit souci technique. Oui, je vous parlais d'une note assez précise qui a été produite par un certain nombre d'acteurs du fitness. Je pense qu'on pourra la partager. Ça donne déjà des guides assez complets sur ce qu'il y a lieu de faire. Parce que bien évidemment, il va falloir aussi qu'on apporte un certain nombre de garanties au gouvernement et aux agences de santé, aux agences régionales de santé. On amène un maximum de garanties pour pouvoir réouvrir. Je suppose que la réouverture, elle se fera progressivement. Il y a un monsieur déconfinement qui a été désigné. Ce monsieur déconfinement s'appelle Jean Castex. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce nom. Il se trouve que Jean Castex, par ailleurs, est le délégué interministériel aux grands événements sportifs et qu'il est également le président de l'Agence nationale du sport. Donc, on a déjà pris contact avec lui pour en connaître un petit peu plus sur la progressivité du déconfinement, parce qu'on a une date, mais on n'a pas toutes les règles du jeu quand même. Audrey est revenue. Je crois que je suis revenue. Je suis navrée pour ces petits aléas du direct à distance. En tout cas, voilà, je ne sais pas si vous avez entendu Virginie, mais je te disais qu'on serait ravis d'obtenir cette note
dont tu parlais et que nous la ferons certainement circuler auprès de l'ensemble de nos partenaires. Donc, nous aussi, chez Urban Sports Club, on vous proposera un certain nombre de mesures à mettre en place pour un petit peu mieux gérer l'accueil de votre public. On vous connaît, les partenaires, on sait comment est le quotidien sur le terrain, donc on fera notre mieux pour vous accompagner. Justement, je vais passer la parole à Bastien, qui travaille au plus près avec les partenaires depuis longtemps chez Urban Sports Club et qui va vous expliquer comment nous vous accompagnons à la fois pendant ce confinement et surtout sur la sortie de crise. Merci Audrey. Bonjour à tous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis Bastien. Je suis en charge des partenariats sur l'ouest de la France, mais également sur des partenaires parisiens. Je voulais juste vous présenter en quelques lignes ce qu'on a mis en place, nous, avec Urban Sport Club pendant le confinement pour vous accompagner dans cette dure période et également ce qu'on vous souhaite vous apporter à la suite du confinement. Alors tout d'abord, on est parti du constat qu'on voulait absolument garder un lien fort entre nos membres et nos partenaires, et c'est pour ça que dès que l'annonce de fermeture des salles ont été faites, on a proposé à nos partenaires, on vous a contacté pour la plupart d'entre vous pour vous proposer des cours en ligne. En quelques jours, on a réussi à contacter une grande partie de nos partenaires pour leur proposer via des outils comme Skype, Zoom et grâce à notre partenaire Phytogramme, qui est une plateforme de réservation, de proposer des cours en ligne de manière rémunérée à nos membres. Je signale que les cours sont rémunérés parce qu'on voulait également vous accompagner financièrement et vous aider pendant cette période. Donc, dès qu'un membre Urban Sport Club se connecte à un des cours en ligne, on vous rémunère. Et tout ça se fait très simplement via l'application Phytogramme et via l'application Urban Sport Club que vous connaissez. On a également mis en place pour vous aider sur ces cours en ligne, comme c'est pas forcément évident pour tout le monde, on a mis une charte de qualité en place qu'on pourra vous faire parvenir si vous le souhaitez, afin de vous aider à optimiser les cours, que ce soit des questions sur Zoom, sur les plateformes de diffusion, sur les créneaux qu'on peut vous mettre à disposition où effectivement on a peut-être moins de cours, pour vous assurer un maximum de visites et que tout se passe pour le mieux pour ces cours en ligne, aussi bien côté partenaire que côté membre Urban Sport Club. Voilà. On a également créé un fonds de solidarité qui sera reversé aux partenaires à l'issue de cette période de confinement. Alors, en quoi ça consiste? En fait, dès l'annonce de la fermeture des salles, on a proposé à nos membres de pouvoir se mettre en pause instantanément s'ils le souhaitaient. Mais on leur a également soumis l'idée d'être solidaires des partenaires et d'Urban Sport Club, et du coup de pouvoir continuer à payer leur abonnement. Pourquoi? On leur a communiqué qu'en fait, tous les revenus issus des gens qui gardaient leur abonnement actif seraient répartis. Pour 80% reviendraient pour les partenaires, pour les aider dans cette période, et à 20% pour les frais d'Urban Sport Club. Donc, vous, en tant que partenaire, on souhaite vraiment vous accompagner en vous reversant le maximum de cette somme-là via le fonds de solidarité à la suite du confinement. Audrey, je viens que tu changes de slide peut-être. Celle d'après, on a continué à parler de nos leviers du marketing. On a énormément communiqué sur les cours en ligne et sur les efforts que vous avez fait, vous, en tant que partenaire, pour justement continuer à avoir du lien et continuer à nos membres à avoir l'activité physique. Donc, pour cela, on a une newsletter qui part chaque semaine à tous nos membres, avec leur parlant des cours, des plannings, de comment mieux aborder et mieux s'occuper pendant le confinement. On parle également sur nos réseaux sociaux. On a plus de 30 000 personnes qui nous suivent actuellement sur l'ensemble des réseaux sociaux, et on essaye de vous mettre le maximum en avant sur vos cours en ligne. Et enfin, on a un blog où effectivement on donne des conseils de la part de nos membres, que ce soit de la part de nos partenaires, excusez-moi, que ce soit des partenaires qui sont issus d'un milieu un peu plus médical, peut-être sur le fait d'avoir une activité au quotidien pendant le confinement, sur des partenaires de relaxation. On essaie de les mettre en avant pour que nos membres puissent aussi, au-delà de l'activité physique, avoir des conseils sur comment vivre un meilleur confinement, on va dire.
Et enfin, on a créé une campagne, je vais te remettre sur le slide d'avant, Audrey, une campagne sur qu'on a appelée Active Together, qu'on a relayée sur nos réseaux sociaux et auprès de nos influenceurs et de notre agence de presse. Le but, c'est de pousser les gens, pousser nos membres à faire un maximum de sport. On a organisé aussi des cours avec nos partenaires qui fonctionnent sur le principe de dons. Et l'ensemble de ces dons sera reversé pour le fonds de solidarité pour accompagner les partenaires, comme je vous l'ai indiqué juste avant. Pour l'après-confinement, alors bien évidemment, on est en attente des directives que Virgile nous a indiquées tout à l'heure sur comment se passera la reprise de l'activité. Nous, avec Urban, et ça a toujours été notre principe, c'est de vous accompagner et de vous aider à avoir des visites supplémentaires, des visites rémunérées supplémentaires, afin de redémarrer cette dynamique dès la reprise et de vous aider financièrement à retrouver du revenu tout de suite. Pour cela, on a travaillé également pendant le confinement sur l'application. On a fait une nouvelle application qui mettra encore plus en avant nos partenaires sur Urban Sport Club. Je vous l'expliquerai dans la slide juste après. On a eu d'excellents retours également sur les cours en live que l'on propose, et on a réfléchi on est en train de réfléchir avec un groupe de travail sur la possibilité de les garder pour l'après-confinement pour certains partenaires qui souhaitent utiliser ce canal pour donner leurs cours. C'est une bonne méthode également, et je pense que beaucoup de gens ne s'attendaient pas à autant de réussite. Et enfin, comme je vous le disais, on peut également vous accompagner sur l'après-crise, sur ces cours en ligne, avec énormément de statistiques, de data qu'on a, nous, sur les horaires préférés de nos membres, sur le type d'activité, sur leur comportement sportif pendant le confinement, ou même sur l'après-confinement. On pourra vous aider là-dessus. Comme je vous l'ai indiqué, on a aussi lancé une nouvelle application. L'application, elle sera beaucoup plus simple pour nos membres. Elle permettra de mieux naviguer entre les villes et les pays afin de retrouver les partenaires préférés. Donc, ce sera plus de visibilité pour vous. Et le gros avantage côté partenaire, c'est qu'elle permettra aussi de faire des recommandations en fonction des goûts et des activités que font chaque membre. On pourra leur suggérer certains partenaires, certains cours pour vous mettre en avant auprès de gens qui font les activités que vous proposez, mais dans d'autres salles. Donc voilà, ça vous fera de la visibilité en plus et également des revenus en plus à chacune des visites. Également, on a prévu, d'un point de vue communication, de vous mettre le maximum en avant à la suite de ce confinement. On souhaite, en fonction bien évidemment encore une fois, de ce que préconisera le gouvernement, reprendre les community events qui plaisaient énormément à nos partenaires, afin de vous mettre en avant auprès de nos membres, mais aussi de nos non-membres. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les community events chez Urban Sport Club, ce sont des événements qu'on organise où on invite une dizaine de nos membres qui ont le droit d'amener un plus un qui n'est pas membre Urban Sport Club, à la fin de leur faire découvrir vos activités, votre salle et votre studio. Donc ça, on aimerait bien les reprendre quand on pourra, bien évidemment, encore une fois, pour vous mettre en avant et vous donner de la visibilité. On aimerait également continuer tout ce qu'on fait habituellement, tout ce qui va être du coup les sessions de sport avec les journalistes, les influenceurs, qui permettent de toucher un plus grand nombre de personnes et de vous mettre en avant au maximum. Et enfin, continuer bien évidemment, si on le peut, sur les événements sur lesquels on sera présent. Je dis bien si on le peut, on sera présent normalement sur la Parisienne, sur Wanderlust et 10 km Adidas par exemple. Et le but pour nous, c'est de vous mettre en avant sur ces événements et que vous ayez plus de visibilité et que les gens sachent que le sport repart et qu'on est là avec Urban Sport Club. Effectivement, ça dépend un petit peu aussi de si ces événements peuvent ou non se tenir. Mais s'ils existent, nous serons là et nous vous accompagnerons et nous vous proposons d'y participer avec nous. Merci beaucoup, Bastien. C'était très clair. Je vais passer donc à la partie questions-réponses. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez.
Pour faire dans l'ordre, je vais peut-être d'abord poser les questions sur la partie des mesures que Charline et Virgile vous avez abordées. Une des questions qu'on a, c'est sur les prêts garantis par l'État. Connaît-on le taux de ces prêts? Est-ce que c'est un prêt qui effectivement a un taux généralisé ou est-ce que c'est à la discrétion de chaque négociation entre la banque et le partenaire privé? Charline, je ne sais pas si... Oui, pardon. Alors, tu veux que je prenne la main? Vas-y, Virgile. Alors, les discussions, comme l'a expliqué Charline, se font avec les banques. Mais de mémoire, sur ce qui a été décidé, les prêts vont entre 0,5 et 2,5, je crois, les taux. Je crois que c'est ça la fourchette. En tout cas, voilà, ça doit être des taux relativement bas. Et d'ailleurs, en disant 2,5, je pense que c'est des bêtises. Je crois que c'est entre 0,5 et 1,5 plutôt. Voilà, si je me souviens bien. D'accord, très bien. Donc, effectivement, adressez-vous à vos banques et voyez ce qu'elles peuvent vous proposer, ce qu'elles ont prévu dans cette période particulière. Une autre question, si je n'ai pas un bail de location, mais que j'ai une convention de mise en salle, est-ce que c'est différent d'un bail sur lequel on peut avoir un report de loyer et suis-je obligée de payer mes redevances? J'ai pas entendu, pardon, ça a coupé au début de la question. Pardon. La question, c'était si on a un contrat de mise à disposition de salle et non un bail locatif, est-ce qu'on peut aussi reporter le paiement des redevances ou doit-on les payer? La convention de mise à disposition, c'est pas un bail commercial. Du coup, il va falloir il va falloir prendre contact avec la personne ou société, si c'est une société, qui met à disposition les locaux pour voir avec elle ce qu'il est possible de faire au niveau des échéances. Mais la mise à disposition, c'est pas un bail commercial du coup, donc ça, c'est pas la même solution. Ce que je peux vous dire, en tout cas nous, côté Urban Sports Club, de manière très empirique, on a aussi pour nos bureaux ce type de contrat. Et effectivement, on n'est pas dans un bail de location et on n'a malheureusement pas d'autre moyen que de trouver un accord amiable avec notre fourniture de cette prestation de bureau. Oui, notre fournisseur. Voilà. Une autre question assez intéressante, donc la prestation de mise en de cours en ligne via Urban Sports Club peut-elle constituer une justification de poursuite des engagements vis-à-vis de nos clients? Autrement dit, si j'offre des cours en ligne, est-ce que je ne vais plus être soumis à la possibilité de reporter les abonnements de mes clients? Alors, c'est délicat comme réponse parce que quand vous avez un contrat d'abonnement avec un client, il faut regarder ce qui est prévu dedans, mais normalement, vous allez avoir de prévu la mise à disposition de certains équipements, cours collectifs ou autres, ou de coachs sportifs en présentiel qui, via des cours que vous donnez en ligne via des réseaux sociaux, via un site internet, c'est pas la même prestation qui est proposée dans le contrat original. Du coup, vous pouvez pas imputer en totalité le montant de l'abonnement qui était prévu à l'origine, vu que les prestations sont pas les mêmes. Si vous continuez à avoir une prestation de manière régulière, que ce sont des cours réguliers, vous pouvez imputer un montant, mais ça peut pas être la totalité de l'abonnement. Donc ça, faut vraiment voir avec vos clients au cas par cas la façon dont ils l'utilisent et vous, en fait, ce que vous mettez en œuvre en face. Mais non, vous pouvez pas imputer la totalité de l'abonnement parce que vous faites des cours collectifs en ligne. Après, une partie de l'abonnement, une proportion de l'abonnement, pourquoi pas, mais pas la totalité, non. C'est uniquement si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous réclame quelque chose. Oui. D'accord, donc il n'y a pas nécessairement besoin à ce stade d'être proactif et il vaut mieux attendre de voir ce qui se passe après et la réaction des clients. Oui. Entendu. Merci. Une autre question, on a parlé des aides pour les entreprises de plus ou moins grande taille et pour les indépendants. Y a-t-il une aide particulière? On a parlé aussi, je crois, Charline, tu as évoqué le fait que les associations sont éligibles, mais y a-t-il une aide particulière pour les gérants salariés?
Alors peut-être que Virgile, tu as des retours là-dessus? Oui, alors comme tu le sais, Charline, c'est ma discipline de prédilection, hein, le social. Oui, on en a parlé lors de nos réunions, et oui, le sujet est venu sur la table sur la problématique des gérants non salariés qui devaient pouvoir bénéficier du fonds de solidarité. Je suis quasiment certain que ça a été validé en réunion, puisque c'est des réunions, je vous dis, il y a Muriel Pénicaud, il y a donc Darmanin, enfin, etc. On va le vérifier, Audrey, et on revient vers vous très vite. Mais c'est quasiment acquis que les gérants non salariés, ce qui est le cas pour beaucoup de nos magasins, nos petits magasins, souvent, c'est un peu le cas de figure pour le commerce. Et donc, la question avait été posée. Voilà, donc j'ai envie de dire oui. Super, merci beaucoup. Je vais faire un peu une réponse à la normande aussi sur une question concernant la Belgique. Donc, chez Urban Sports Club, nous avons aussi beaucoup de partenaires belges dont nous nous occupons avec la même équipe que les partenaires français. Nous n'avons pas à ce stade une connaissance parfaite de l'ensemble des mesures qui sont mises en place pour la Belgique. Néanmoins, on est en train de rédiger une note côté Urban Sports Club pour permettre à nos partenaires d'avoir le maximum d'informations à la fois le côté financier et aide du gouvernement, le côté social aussi avec l'activité partielle. Donc voilà, on reviendra vers vous. Je ne sais pas si du côté de l'Union Sport et Cycle, vous avez des sujets sur la Belgique. C'est peut-être moins votre domaine. Je ne sais pas si Virgile a des échos. Moi, je n'en ai pas. Non, en fait, nous, on est vraiment sur le territoire français. Alors, on a notre fédération européenne qui est basée à Bruxelles, mais pour autant, je ne suis pas sûr qu'ils traitent la Belgique. Ce que je pourrais faire, on a, nous, un comparatif de toutes les aides et toutes les mesures gouvernementales par pays. Si ça vous intéresse, Audrey, je peux vous l'envoyer. Il y a probablement les initiatives prises par le gouvernement belge. Voilà. Tout à fait, avec plaisir. Vraiment, merci beaucoup Virgile. En tout cas, sachez, chers partenaires belges, que nous ne vous oublions pas et que nous reviendrons vers vous avec une note. Sur des sujets un petit peu plus RH, sur la partie d'Alice, on a une question. Peut-on bénéficier du chômage partiel en tant que dirigeant de SAS cotisant à l'UNEDIC ? Alors, comme le disait Virgile tout à l'heure, donc tout dépend si vous êtes salarié, dirigeant salarié. Donc, si vous êtes soumis à un lien de subordination, que vous bénéficiez d'une rémunération distincte de celle de votre mandat social et que vous avez un contrat de travail en plus distinct de votre mandat social, à ce moment-là, vous êtes dirigeant salarié et vous pouvez bénéficier de mesures d'activité partielle. Si vous avez un doute néanmoins sur votre qualité de salarié ou de non salarié, ce que vous pouvez faire, c'est demander l'avis de Pôle emploi pour savoir voilà, quelle est votre qualité, est-ce que vous êtes salarié ou non. D'accord. Effectivement, en fait, on a pas mal de questions qui couvrent le fait de, voilà, les salariés peuvent être mis en activité partielle et toucher jusqu'à 84% de leur salaire net. Les entreprises, en tant que personnes morales, peuvent obtenir un certain nombre d'aides, mais quid des gérants, qui en fait, eux, ont des mandats sociaux, qui n'ont pas nécessairement des salaires. Une question, Charline, est-ce que le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement peut permettre en fait de couvrir et donc les subventions peuvent permettre de couvrir les salaires des gérants de ces petites entreprises? Pour les salariés, oui, après l'aide que vous allez percevoir du fonds de solidarité, elle est là pour vous aider, donc elle peut tout à fait couvrir les salaires. Mais de toute façon, l'aide ne peut pas dépasser un montant de 1 500 € pour les entreprises. Et si vous avez l'aide supplémentaire, c'est 2 000 €. Donc en tout, ça ferait 3 500 € si vous avez les deux à leur valeur maximale. Donc je ne pense pas que ça puisse couvrir tous les salaires, mais ça peut y aider, oui. Très bien. Toujours sur l'activité partielle, après la réouverture des salles de sport, pourrons-nous laisser un ou plusieurs salariés en activité partielle? Alors oui, par principe, tout dépend évidemment de la fonction du salarié. Si les missions qu'il occupe habituellement sont réactivées ou pas.
Néanmoins, il faut savoir que l'activité partielle est un accord collectif d'entreprise. Donc, vous devez pouvoir justifier pourquoi vous remettez une personne à 100% en travail effectif, contrairement à une autre, et ne pas baser ça sur des critères qui pourraient être discriminatoires. Tout ça, de toute manière, Alice, si je ne me trompe, tout est indiqué dans la demande qui est à faire auprès du gouvernement, également sur le nombre de personnes ainsi que la durée. Et je crois que tu indiquais une fois qu'il vaut mieux demander une durée un petit peu plus longue, qui peut couvrir jusqu'à l'été, voire l'été entier, quitte ensuite à remettre le salarié à un travail complet, plutôt que de faire une seconde demande pour prolonger, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Il faut mieux faire vraiment une demande la plus large possible. De toute façon, il y a une régularisation qui est faite en fin de chaque mois pour mettre à jour les heures chômées et ainsi bénéficier des droits à l'indemnisation. Parfait. Effectivement, si vous avez un cabinet de paye ou un comptable ou un avocat en droit des affaires, n'hésitez pas à les solliciter pour vous accompagner si les démarches un peu sont complexes et prennent trop de temps. Encore quelques questions. Là, on a pas mal de questions sur le partenariat avec Urban Sports Club et sur les cours en ligne. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les réponses individuelles sur ceux qui ont des cours en ligne et qui ont des réponses sur, qui ont des questions sur leur fonctionnement au jour le jour. Mais surtout, n'hésitez pas, ceux qui ont déjà des cours en ligne, à contacter votre partenaire Urban Sports Club. Pour certains, c'est Bastien, pour certains, c'est moi, pour d'autres, c'est voilà, le partenaire, enfin le manager que vous connaissez. Sinon, il y a une adresse, je la remettrai dans les slides, c'est partenaire au singulier @urbansportsclub.com, partenaire au singulier @urbansportsclub.com. Toutes les questions sur le fonctionnement de Phytogramme, la mise en avant de vos cours, on a parlé du marketing, de comment vous mettre en avant, surtout n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse. Une autre petite question qui a été abordée, c'est le fonds de solidarité d'Urban Sports Club. Alors, malheureusement, ça prête un petit peu à confusion parce qu'on a aussi le fonds de solidarité du gouvernement et on a le fonds de solidarité Urban Sports Club. On aurait pu être un petit peu plus créatif dans le nom, mais néanmoins, ce sont deux fonctionnements complètement différents. Chez Urban Sports Club, il n'y a pas de montant prédéfini. On ne peut pas aujourd'hui vous dire que vous allez recevoir 1 500 € comme c'est le cas par exemple pour le fonds du gouvernement. La première chose qu'on va faire, c'est que mois par mois, on va rassembler l'ensemble du revenu qu'on est capable de générer grâce aux cours en ligne. On fait notre maximum pour permettre aux membres d'être satisfaits des cours, de conserver leur abonnement par solidarité. On a eu beaucoup d'ailleurs de mentions sur les réseaux sociaux de membres qui nous disent « nous, on garde notre abonnement pour payer les partenaires ». Et donc, à la fin du mois de mars, à la fin du mois d'avril, à la fin du mois de mai, etc., en tout cas jusqu'à ce que les salles rouvrent, nous prendrons ce revenu et 80% de ce revenu sera redistribué à nos partenaires selon une pondération qui dépend de l'ensemble des visites que vous avez générées dans les 6 derniers mois, notre historique de partenariat, et l'ensemble des visites que vous avez générées pendant les cours en ligne. Voilà, donc vous aurez évidemment toutes les informations qui vous concernent courant mois d'avril pour la quinzaine de mars et courant mois de mai pour le mois d'avril. Néanmoins, voilà, si vous avez d'autres questions sur ce fonds de solidarité, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a beaucoup de nos abonnés qui ont gardé leur abonnement et donc on reste confiant. On espère avoir un maximum à la fois en France et dans nos 9 autres pays, un maximum de membres qui génèrent du revenu. Après, voilà, on a aussi évidemment mis en place une pause de leur abonnement, une pause immédiate, permettant à nos membres, s'ils ne souhaitent pas continuer à payer, de pouvoir mettre en pause leur abonnement du jour au lendemain. C'est très important aussi pour nous de respecter leurs souhaits et de leur permettre de mettre en pause. La pause, ça ne veut pas dire la résiliation, ça veut tout simplement dire que dès que cette période sera terminée, ils pourront revenir à leur abonnement sans avoir été prélevés pendant la période.
Voilà, ça c'était les questions sur Urban Sports Club. Je vous propose de poser encore peut-être une ou deux questions dans le chat si vous en avez. En attendant, une dernière question peut-être pour Charline. L'aide de 1 500 € proposée par le gouvernement peut-elle concerner les SA? Oui. Oui. Elle concerne toutes les sociétés. Hein. Il n'y a pas de limitation au type de société? Non. Sauf si les SCI ne sont pas concernés, il me semble, mais sinon toutes les autres sont concernées. D'accord. Les SCI, effectivement. Une autre question, avez-vous pensé à créer un tarif abonnement spécial cours en ligne? Alors, non, nous gardons les mêmes abonnements avec les mêmes tarifs que nous avons habituellement, mais nous avons élargi. C'est-à-dire que tous les membres qui payaient un abonnement un peu inférieur, donc un abonnement un peu moins premium, ont accès à un petit peu plus de clubs pour pouvoir faire un peu plus de cours. Donc on a gardé tout de même les mêmes abonnements. Nos membres en sont tout à fait conscients et s'ils décident de garder leur abonnement, c'est qu'ils décident d'être solidaires. Autrement, ils ont cette option de mettre en pause immédiatement. Un complément de réponse est de dire que vous avez tout à fait la possibilité de faire rémunérer vos cours aussi auprès de votre propre audience. Avec Phytogramme, avec notre partenaire Phytogramme, l'outil de réservation, vous allez recevoir via l'application Urban Sports Club des réservations. Mais nous vous fournissons l'outil Phytogramme pour vous permettre à vous aussi de diffuser à l'ensemble de votre audience ces cours. Et donc, si vous souhaitez mettre ces cours à disposition de vos propres adhérents, soit de manière gratuite, soit pour 5 €, 6 €, 10 €, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez même le faire avec un abonnement. Vous pouvez dire, on a un partenaire, par exemple, qui a dit, à partir de maintenant, pour 39 € par mois, vous avez accès de manière illimitée à l'ensemble de mes cours. Donc, les membres Urban Sports Club, évidemment, ne sont pas concernés. Ils payent déjà leur abonnement. Mais voilà, tous les autres, tout le reste de l'audience de ce partenaire paye un abonnement de 39 € pour avoir accès de manière illimitée à l'ensemble de ces cours en ligne. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce partenaire propose 3 cours par jour pour ce tarif. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Il est déjà 16h18. Oui. Je suis très reconnaissante à la fois à nos chers amis de l'Union Sport et Cycle et à vous tous, chers partenaires, d'être restés jusqu'au bout. Je vois que vous êtes encore très nombreux sur le webinaire. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions à partenaires au singulier @urbansportsclub.com. S'il y en a pour l'Union Sport et Cycle, évidemment, nous allons les relayer. Vous pouvez aussi vous renseigner sur l'Union, sur son site internet. Je pense que, Virgile, tu nous corrigeras, mais je pense qu'il y a absolument toutes les informations disponibles et qui peuvent aussi s'adresser à vous. Complètement. Complètement. Formidable. Merci beaucoup. Moi, je dois vous quitter. Oui, merci Audrey d'avoir participé. Je vous enverrai tous les slides et n'hésitez pas à continuer à bouger avec Urban Sports Club et l'Union Sport et Cycle. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.